Imaginez un instant qu'on annonce à toute une région que sa cour arrière va soudainement s'allonger. Ouais, et pas juste de quelques mètres, on parle de dizaines de kilomètres en fait. Exactement. Une cour arrière immense qui longe l'un des fleuves les plus majestueux d'Amérique du Nord. Et le plus fou, c'est que cet espace se prépare activement à accueillir le plus grand événement sportif mondial que la métropole ait connu depuis les Jeux Olympiques de 1976. C'est un comparatif qui frappe, c'est clair. Ah ouais, ça met les choses en perspective. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec la métamorphose de la promenade fluviale du Grand Montréal. Tu sais, on a souvent tendance à percevoir les travaux d'infrastructure comme un simple mal nécessaire, genre, Les fameux cônes oranges, le bruit, la poussière. voilà, tout ça juste pour boucher des nids de poules ou réparer un vieux pont. Mais là, on ne parle pas du tout d'une petite mise à jour de routine sur une piste cyclable de quartier. Non, pas du tout. On assiste vraiment à une transformation urbaine colossale. Absolument. Une transformation qui est littéralement en train de redéfinir l'attractivité résidentielle, l'économie locale et la manière même dont toute une population se déplace au quotidien. C'est un changement de paradigme fascinant. Historiquement, l'infrastructure s'est perçue de manière extrêmement utilitaire. Ouais, de l'ingénierie pure et dure. C'est ça. On coule du béton pour déplacer des voitures d'un point A à un point B. Mais le projet dont on discute aujourd'hui, ça transcende complètement cette notion-là. Il s'agit de repenser la relation entre les citoyens, leur environnement naturel et la vitalité de la communauté. Et pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui se trame, on se plonge aujourd'hui dans une documentation super riche. On a des analyses détaillées, des relevés de terrain qui proviennent d'éditions spéciales sur wikiresidence.ca et infodrone.ca. Des sources qui sont disponibles en texte et en audio, d'ailleurs, hein. Tout à fait. Et ces documents s'inscrivent dans une directive d'analyse très claire pour l'écosystème e-résidence.ca. Le but, c'est de comprendre le pourquoi et le comment de cette transformation de façon hyper constructive. Parce que ce n'est pas juste une liste de dates et de machinerie lourde. Non, c'est vraiment comprendre la mécanique derrière ce grand projet de société. Ok, décortiquons tout ça. Commençons par regarder la réalité physique du terrain. Ouais, c'est la base. Ben oui, parce que pour saisir l'impact économique et social, il faut d'abord visualiser le chantier monumental qui s'en vient pour 2025. Absolument. Et pour ça, il faut vraiment se situer géographiquement. La promenade fluviale, ce n'est pas un petit sentier isolé dans un bois. Non, c'est énorme. C'est un axe stratégique névralgique de la trame verte et bleue du Grand Montréal. Concrètement, la promenade est assise directement sur la digue de la voie maritime du Saint-Laurent. Ce qui veut dire qu'elle connecte plusieurs municipalités clés. Exact. Elle relie Sainte-Catherine à Saint-Lambert en traversant Delson, Candiac, La Prairie et Bressart. C'est carrément une artère vitale pour la rive sud. Et quand on regarde la logistique et l'échéancier des travaux, ça frappe par son intensité. Le projet est divisé en deux grandes phases. Oui, et ça commence très bientôt. Ouais, la phase 1 démarre sur les chapeaux de roue au printemps, du 12 mai à la mi-août 2025. C'est le tronçon entre l'Estacade et Saint-Lambert qui est visé en premier. Exact. Et ce qui est majeur ici, c'est le changement de surface. On abandonne complètement la vieille poussière de pierre. Enfin, diront certains. Ah, c'est clair. On remplace ça par un asphaltage de très haute qualité avec une fondation entièrement refaite à neuf. Ensuite, dès la mi-août et jusqu'au début de l'hiver, autour de décembre, c'est la partie ouest qui y passe. La fameuse phase 2. Voilà. Le tronçon d'une dizaine de kilomètres entre l'Estacade et Sainte-Catherine va subir un resurfaçage complet. L'asphalte actuel n'a tout simplement pas survécu à l'épreuve du temps et de notre climat. C'est très rocailleux par endroits. Ouais. Si je devais faire une image, c'est comme si on prenait un chemin de campagne pittoresque, agréable, mais super fragile, et qu'on transformait en une véritable autoroute inter-État moderne. Mais dédié à 100% à la mobilité active. Exactement. Mais honnêtement, en voyant tout ça, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je t'écoute. Pourquoi la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, appuyée par des dizaines de millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral, décide-t-elle d'investir des sommes aussi faramineuses juste pour asphalter un sentier de vélo? Ça semble presque démesuré, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que le mot sentier est devenu complètement obsolète. Ah oui? Oui, c'est d'ailleurs le cœur du problème de perception. Il faut vraiment cesser de voir cette bande de terre comme un simple chemin de loisirs. C'est devenu une infrastructure lourde de mobilité interrive. Ok, donc on dépasse largement la petite balade du dimanche. Totalement. Pour répondre à la question de l'investissement massif, en fait, c'est une question de physique et de résilience climatique. Comment ça?
Prends la poussière de pierre, par exemple. C'est très joli, ça s'intègre bien dans la nature, c'est vrai, mais quand on l'explose aux pluies diluviennes qu'on a de plus en plus souvent. Et à l'érosion du fleuve juste à côté. Exactement, sans oublier nos intenses cycles québécois de gel et de dégel. Cette surface-là devient un gouffre financier en termes d'entretien. L'eau s'infiltre, elle gèle, elle prend de l'expansion et elle détruit le chemin de l'intérieur. C'est un éternel recommencement à chaque printemps, dans le fond. C'est ça. Donc, en creusant pour installer de nouvelles fondations profondes et en posant un asphalte formulé pour les hautes performances, on ne paye pas pour du luxe, on paie pour la pérennité. Ah, je vois. C'est la seule façon de s'assurer que la piste pourra soutenir un trafic lourd. On parle de vélo-cargo, de navetteurs quotidiens, de travailleurs. Et ça, de manière sécuritaire pour les prochaines décennies. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au fond, cette transition d'un espace purement récréatif vers une véritable infrastructure de transport, ça nous amène directement à la question de la valeur économique. Tout à fait. L'analyse qu'on a lue sur wikiresidence.ca utilise un concept que je trouve hyper percutant. Elle qualifie cette nouvelle promenade d'actifs immobiliers de plein air. C'est une excellente façon de le formuler. C'est brillant comme perspective. Ça veut dire qu'on ne vend plus seulement une maison de banlieue avec un garage double et un beau gazon. Non, on vend un mode de vie. C'est ça. On dit aux futurs acheteurs, voici votre maison et en prime, vous avez un accès direct à un parc linéaire partagé de classe mondiale qui s'étire sur des kilomètres. C'est une cour arrière géante. Et c'est une redéfinition totale de ce qui donne de la valeur à une propriété aujourd'hui. Bien sûr, à court terme, un chantier de cette ampleur, ça crée des emplois dans la construction et le génie civil. Des centaines d'emplois, ouais. Mais l'impact à long terme est beaucoup plus profond. Et c'est d'ailleurs le cœur de la directive d'e-résidence.ca. Les transformations urbaines, ce ne sont pas de simples vecteurs de spéculation. Ce sont des moteurs de vitalité communautaire. Donc ça redessine la carte de l'attractivité du Grand Montréal. Complètement. Les données montrent que l'attractivité des couronnes sud est en train de muter. Pour les jeunes professionnels et les familles d'aujourd'hui, la proximité d'un réseau de transport actif de ce calibre, ce n'est plus un bonus sympa. C'est carrément un critère majeur d'achat. C'est un virage culturel phénoménal quand on y pense. Dans les années 90, l'argument de vente numéro 1, c'était d'être à 2 minutes de l'autoroute. Ouais, plus on était près de la bretelle, plus la maison valait cher. Et aujourd'hui, on observe l'inverse. On veut s'éloigner du bruit et du trafic, mais garder une connectivité parfaite. On veut déposer les enfants à l'école en vélo-cargo et filer au bureau sans croiser de voitures dangereuses. Et cette infrastructure, elle s'apprête à subir un test de stress mondial. Parce que c'est bien beau d'attirer des nouveaux résidents, mais il faut que le réseau puisse supporter une pression immense. Ah oui, le fameux événement catalyseur, l'éléphant dans la pièce. Exactement. Si on fait tous ces travaux monumentaux en 2025, c'est pour être prêt pour l'UCI en 2026. Les championnats du monde sur route de l'Union cycliste internationale qui débarquent à Montréal en septembre 2026. Et il faut vraiment insister là-dessus, selon les sources, ce sera le plus grand événement de la métropole depuis les Jeux Olympiques de 1976. C'est vertigineux comme échelle. C'est fou, hein? Le monde entier aura les yeux braqués sur ce parcours. Mais au-delà de la course, il y a l'héritage. Les projections de fréquentation post-modernisation prévoient une augmentation de 25 à 40% de l'achalandage. Jusqu'à 40% de plus? C'est énorme. C'est gigantesque. Et ça s'aligne avec le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, environnement aussi, pour réduire l'empreinte carbone face à l'auto-solo. Sans oublier la cohésion territoriale. Le but, c'est de briser l'isolement des berges et de vraiment démocratiser l'accès aux fleuves. Mais j'ai quand même une objection par rapport à tout ça. Vas-y. Avec un événement international de cette taille et une hausse prévue de 40% des usagers, est-ce que cette promenade ne risque pas de devenir un terrain de jeu exclusif? Un terrain de jeu pour qui, tu penses? Pour les cyclistes d'élite en cuissard qui roulent à 40 km/h ou pour des foules de touristes. Qu'est-ce qui arrive à la famille locale qui veut juste se promener tranquillement le dimanche après-midi? Est-ce qu'on ne va pas les chasser de leur propre cour arrière? Cela soulève une question importante, et c'est un enjeu que les urbanistes prennent très au sérieux, le risque de conflit d'usage. Voilà, un enfant qui zigzague et un peloton sportif, ça ne fait pas bon ménage. C'est clair, mais c'est précisément la raison d'être des travaux d'élargissement et de l'asphaltage de haute qualité. La source de la friction actuelle, c'est que la piste de poussière de pierre est étroite et imprévisible. Donc les dépassements sont risqués. Exactement. Les gens s'impatientent, il y a des accrochages. En élargissant les fondations et en créant une surface lisse, on modifie littéralement la géométrie du comportement humain. On crée des voies claires. Ah, je comprends, on donne de l'espace à tout le monde. C'est ça.
Le PMAD stipule clairement que le but est de faire cohabiter le tourisme mondial et la démocratisation locale. L'infrastructure est pensée pour avoir une capacité d'absorption assez vaste, pour que le sportif et la famille en balade partagent l'espace en toute sécurité. Ok, la vision est magnifique. Mais pour atteindre ce paradis cyclable, il y a des défis logistiques immédiats assez brutaux pour 2025. Oh oui, la période de transition va demander de la patience. Les documents d'infodrone.ca détaillent les fermetures et ça ne sera pas facile pour les usagers actuels. Les tronçons en travaux seront complètement fermés, pas de petites voies de contournement en gravier pour des raisons de sécurité. C'est impossible avec la machinerie lourde qu'il va y avoir. Heureusement, le lien entre Saint-Lambert et le parc Jean-Drapeau reste ouvert, sauf, et c'est un gros sauf, pendant le Grand Prix de Formule 1. Oui, il faut absolument le noter. L'île Notre-Dame sera fermée du 7 au 20 juin 2025. Ça va être un gros goulot d'étranglement temporaire. Du côté de l'Estacade, il y a un peu de répit la fin de semaine. Pendant la phase 1, jusqu'à la mi-août, ce sera ouvert du vendredi 17h au dimanche 23h, direction Sainte-Catherine. C'est un bon compromis pour préserver les balades du week-end. Ouais. Mais pour les navetteurs quotidiens, l'alternative suggérée, c'est de prendre la piste cyclable, la riveraine. Entre Boucherville et Sainte-Catherine. Exact, en faisant un détour par les ponts Samuel de Champlain et Jacques Cartier pour relier la rive sud à Montréal. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour les gens qui nous écoutent et qui font ce trajet tous les jours? La frustration va être réelle. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il faut voir ces déviations temporaires en 2025 comme un investissement. C'est le prix d'entrée pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le fameux plan métropolitain. Exactement. Tout ça s'inscrit dans la vision 2031 du réseau vélo métropolitain, le RVM. On ne fait pas juste réparer une piste, on construit un maillon de ce qui sera un réseau de 60 axes avec près de 1600 km de voies. 1600 km, c'est énorme. Et surtout, un réseau continu. L'idée de la vision 2031, c'est d'éliminer les coupures, pouvoir franchir les fleuves et les autoroutes sans interruption, de manière complémentaire aux réseaux locaux et à la route verte. Donc, endurer les fermetures de 2025, c'est s'acheter une fluidité totale pour les décennies à venir? C'est exactement ça. Ça va changer radicalement la mobilité de toute la région. Mais c'est brillant. En fait, si on résume l'essence de notre exploration aujourd'hui, on comprend vite que cette métamorphose de la promenade fluviale, ce n'est pas du tout une simple histoire de bitume et de pelle mécanique. Non, c'est l'histoire d'une région qui se prépare pour la scène mondiale avec l'UCI 2026. Oui, et qui, en même temps, redéfinit complètement la valeur de son immobilier et la santé de sa population grâce à la mobilité active. C'est majeur. Ça m'amène d'ailleurs à une réflexion assez profonde pour conclure, en poussant un peu plus loin les données de nos sources. Je t'écoute, ça m'intrigue. Les sources mentionnent que la proximité d'un réseau cyclable de calibre mondial est devenue un critère majeur pour l'immobilier, au détriment de l'autoroute traditionnelle. Ouais, on le voit clairement. Alors, si la valeur de nos maisons et l'attractivité de nos quartiers ne sont plus dictées par la proximité d'une autoroute pour voitures, mais par l'accès à une autoroute cyclable et à un fleuve démocratisé, comment cela va-t-il transformer l'architecture même de nos futures banlieues dans la prochaine décennie? Ah waouh, c'est une excellente question. Est-ce que les immenses stationnements commerciaux vont commencer à céder complètement la place à des espaces verts et à des zones de vie communautaires? Écoute, ça donne vraiment matière à réfléchir pour l'avenir de nos villes. C'est fascinant de voir comment une simple infrastructure de transport peut déclencher une réaction en chaîne aussi puissante. Un immense merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie aujourd'hui. On espère que ça vous a donné envie de continuer à explorer le monde qui vous entoure avec curiosité. On se retrouve très bientôt pour une autre plongée au cœur de l'actualité urbaine. À la prochaine!